Alors si vous êtes comme moi, c'est-à-dire un peu curieux à vous poser des questions assez particulières auxquelles personne d'autre ne se pose, vous êtes certainement posé cette question pendant vos années scolaires. En tout cas, moi je sais que je l'ai fait dans mon cours d'histoire. Et la question c'est, est-ce une coïncidence si pendant la décennie allant de 1955 à 1965, plusieurs pays africains ont obtenu leur indépendance? Est-ce simplement le résultat d'une lutte continue de plusieurs décennies, de plusieurs années de lutte acharnée entre les ressortissants de ces colonies et leurs colonisateurs? Ou est-ce simplement un don de bienfaisance? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette période, de cette décennie assez particulière dans laquelle l'Afrique se voit renaître ou entrer dans une nouvelle phase de son existence. Même si certains pays africains, notamment l'Angola et le Cap-Vert, dont la particularité était de faire partie des États ou des colonies portugaises, ont pu accéder à leur indépendance des décennies ou même plusieurs années plus tard, c'est-à-dire vers les années 1975. Salut la compagnie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Je vous retrouve tout à l'heure juste après le jingle. Je vous dis bon visionnage. Tout commence à la fin des années 1940, alors que s'achève la décolonisation nazie. Le mouvement se déplace en Afrique, tout spécialement au Maghreb, en pleine ébullition. Il existe pourtant déjà un pays d'Afrique du Nord qui a obtenu son indépendance, la Libye. C'est un exemple à suivre. À leur tour, en 1956, le Maroc et la Tunisie, les deux protecteurs de la France, ont accédé à l'indépendance. Ensuite, l'indépendance du Ghana britannique a été annoncée en 1957 par un leader charismatique, Kwame Nkrumah. Mais en août 1958, la situation dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne commence réellement à changer avec la visite du général de Gaulle et son discours à Brazzaville, au Congo français. Charles de Gaulle préside le Conseil depuis le 1er juin et discute de la Constitution. Il est ici pour présenter son projet de communauté française africaine, le CFA. Il envisage d'organiser un référendum pour les métropoles et les territoires. Ce sera un problème, à savoir la mise en place d'une communauté hébergée par la même personne, partageant les institutions telles que la justice, la défense, l'éducation et l'économie, mais tout le monde a un gouvernement entièrement autonome. Mais dans ce discours, De Gaulle prononce pour la première fois le mot « indépendance ». Il était certain que ceux qui diraient non au référendum deviendraient indépendants en même temps. Mais quelques jours plus tard, Sékou Touré, chef et leader guinéen, l'a piqué lors de l'accueil qui lui a été fait à Conakry, en Guinée. Pour ne pas décider cette fois, De Gaulle s'en prend avec colère aux joueurs de pancartes indépendants dans la rue. « Si vous voulez l'indépendance, vous n'avez qu'à l'accepter », dit-il. Les partis politiques et les syndicats sont les principaux acteurs pendant longtemps. La décolonisation a été menée par les gauchistes radicaux. Les dirigeants africains sont généralement des radicaux, des membres de la franc-maçonnerie et parfois des socialistes, mais avec la Seconde Guerre mondiale et les mouvements de résistance, le communisme a fait de progrès. De nombreux partis politiques africains prennent la forme du Parti communiste et fonctionnent conformément au principe de centralisme démocratique. Le syndicat d'inspiration communiste appartient à la CGT, Confédération Générale du Travail, et sont particulièrement actifs en Afrique de l'Ouest. Ils ont été réorganisés en 1959 sous la bannière de l'Union Générale des Travailleurs d'Ouganda et d'Afrique Noire. À Conakry, Sékou Touré y a déposé le rapport politique et doctrine. N'oublions pas qu'une industrie s'est développée en Afrique de l'Ouest en 1945. Brazzaville, Abidjan et Dakar sont déjà des villes populaires. Le mouvement ouvrier de la zone portuaire et le long de la voie ferrée est en plein essor. La gare Dakar-Niger a créé une conscience ouvrière très forte. En Centrafrique, la classe ouvrière est relativement petite, l'Église catholique fonctionne sans concurrence de l'islam et le syndicalisme est la source d'inspiration du christianisme et est lié à la CFDC. Ces deux mouvements sont très importants pendant l'indépendance. De plus, leur pensée est très différente de celle des partis politiques. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'une question de liberté politique, mais aussi une question de réforme sociale. Autre force sociale importante, la jeunesse. En particulier, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, née en 1950 et basée à Paris, qui a des relais à Dakar et dans une moindre mesure en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins comme le Sénégal, le Mali et le Niger. Ce mouvement a pris une grande part dans la dénonciation des guerres d'Algérie et d'Indochine et il entretient lui aussi des liens forts avec le Parti communiste, la CGT. Ces jeunes sont très actifs et influents, publient des articles ou des livres chez Présence africaine, la maison d'édition créée à Paris en 1949 par le Sénégalais Alioune Diop.
Sur place, il y a tous ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale et qui ont connu une ouverture fantastique. Ils lisent, ils vont au lycée et écoutent la radio. Et puis, il y a ceux qui sont déscolarisés en raison de politiques discriminantes comme par exemple l'enseignement au français est imposé. Devenus dockers, domestiques ou hommes à tout faire, fameux propagandistes de Nkrumah, ils vivent avec des salaires minables et souhaitent embrasser la lutte politique. Cette jeunesse-là est aussi très active. En ce qui concerne le Congo belge, les Belges avaient repris des Britanniques un modèle de quasi-apartheid. À Léopoldville, par exemple, il y avait une ville noire et une ville blanche. Rien de tel à Brazzaville. Il était très frappant de voir les Noirs et les Blancs mêlés car à cause de cette séparation, le mélange entre les deux races était quasi impossible. Les idéologies coloniales belges et françaises étaient fort différentes. Avant que Patrice Lumumba ne parle le 30 juin 1960, le roi Baudouin avait fait un discours digne d'une pensée coloniale de la fin du 19e siècle. Pour lui, la Belgique avait fait un bon boulot et elle demandait aux Congolais de prendre soin du bébé qui était le Congo. C'est pourquoi Lumumba a violemment réagi lorsqu'il a pris la parole, rappelant toutes les duretés de la colonisation, notamment des coups, des insultes, la ségrégation et le racisme. Il a rappelé que l'indépendance n'avait pas été donnée, mais conquise par la lutte, dans le sang, une lutte qui est remontée d'après lui au début de la colonisation en 1985. C'est en tant que futur Premier ministre qu'il prenait la parole, et son face-à-face avec Baudouin contraste avec celui, assez consensuel, de Malraux, venu prononcer le discours de l'indépendance en août à Brazzaville, et de l'abbé Fulbert Yulu, futur président de la République du Congo. Concernant le gouvernement, dans un pays comme la Guinée, tous les fonctionnaires sont partis, mais les Français anticolonialistes, pour beaucoup de communistes, ont décidé de rester sur place pour se mettre à la disposition du nouvel État. Le gouvernement à Paris a été assez souple dans l'attribution des formules de détachement. Le serrage de vis est venu plus tard. Au Sénégal, des fonctionnaires compétents se sont mis au service de Senghor et de Mamadou Dia. En 1957, Présence africaine publie un numéro spécial sur le Ghana et les indépendances, dans lequel un article de Joseph Kizerbo montre que la colonisation avait gelé les forces culturelles et politiques africaines, qui désormais vont pouvoir donner toute la mesure de leur dynamisme. Selon Cheikh Anta Diop, auteur en 1954 de Nations nègres et cultures, la renaissance culturelle doit se faire grâce aux langues africaines et à travers l'appropriation des éléments les plus positifs du passé africain. La question de la langue est capitale. Jusque-là, dans les colonies françaises, la langue officielle était le français. La plupart des dirigeants politiques africains s'expriment presque systématiquement en français. Léopold Sédar Senghor, par exemple, n'ignore pas les langues africaines, mais comme il explique dans un texte, il ne veut pas faire l'injure de dire des choses compliquées dans une langue qu'il maîtrise mal, et préfère écrire en français et être traduit ensuite. La question du drapeau s'est posée aussitôt, dès le milieu des années 1950. Les drapeaux africains comportent presque tous la couleur rouge, et souvent verte et jaune. Le rouge pour évoquer le sang versé par les victimes de l'esclavage, du colonialisme et par les martyrs de l'indépendance. Vert pour rappeler que la base de l'économie africaine est la terre et l'agriculture. Le jaune pour les pays où l'or a joué un rôle important. Pour les frontières, le débat est né en 1946. Le découpage des territoires s'est alors fait au ciseau. Pour la Côte d'Ivoire par exemple, le PDCI, Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, étant proche du Parti communiste, ont décidé que pour éviter de renforcer le camp communiste de l'Assemblée, de recomposer la Haute-Volta comme un territoire à part entière. Dans les années 1932-1947, ce pôle démographique d'Afrique de l'Ouest avait été morcelé pour rattraper ces parties au territoire qui manquait le plus de main-d'œuvre. En Afrique équatoriale, à l'ouest du Gabon, là où se trouvent tous les métaux importants, est dominé par la SFIO. Le Haut-Ogooué lui est donc rattaché pour modérer l'influence de ce parti. De même, on accuse volontiers la loi cadre de Gaston Defferré, en 1956, d'avoir créé des parlements et exécutifs territoriaux souverains. En 1958, les partisans du regroupement sont à peu près aussi nombreux côté africain que les partisans de la division. C'est la raison pour laquelle le Soudan et le Sénégal fondent en avril 1959 la Fédération du Mali. L'idée de recréer l'ancien empire du Mali suscite d'abord un véritable enthousiasme, mais ce processus, discrédité par la France, notamment par la déclaration de Charles de Gaulle, disant « Je connais le Sénégal, je connais le Soudan. Le Mali, je n'en ai jamais entendu parler », échoue dès le mois d'août 1960. Il ne faut pas exclure que la territorialité coloniale avait fini par créer une sorte de sentiment identitaire national. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, ce sentiment existait encore.
les Sénégalais considéraient qu'ils étaient plus policés, plus avancés, plus français que les Soudanais, soupçonnés d'avoir une morgue liée au passé glorieux de l'ancien empire du Mali et de manière un peu plus brutale issue des traditions africaines. Quant à la Côte d'Ivoire, selon la fameuse formule de Félix Houphouët-Boigny, elle ne veut pas être la vache de lait de l'AOF. C'est le territoire où l'économie de plantation est la mieux développée. Finalement, donc, le AOF et l'AEF éclatent en morceaux. Dans les années 1958-1960, il aurait été possible d'aller vers ces grands États fédéraux. Aujourd'hui, cela serait très difficile. Dès lors que les radicaux ont été éliminés, marginalisés ou récupérés dans les jeux politiques, le général de Gaulle a pu, entre 1958 et 1960, préparer une formule de sortie. Mais la France ne quittait pas pour autant l'Afrique. Plusieurs témoins, acteurs de cette indépendance, n'écartent pas l'idée selon laquelle de Gaulle aurait précipité l'indépendance dans le but de disposer à l'Assemblée générale de l'ONU un gros paquet de voix africaines qui voteraient comme la France dans la question de l'Algérie. En échange de transfert de pouvoir, les responsables africains devaient accepter de signer les fameux accords de coopération qui les liaient pieds et poings à l'ancienne métropole. La période des indépendances est celle où on découvre du fer en Mauritanie et de l'uranium au Niger. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, ces États commémorent leur indépendance, célébrée surtout dans le monde francophone, premier concerné de cette vague d'émancipation. À l'heure des commémorations, quel bilan peut-on dresser de ce demi-siècle d'indépendance? Je vous laisse répondre à cette question. J'espère que vous aurez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous aura plu et j'espère surtout que vous allez aimer, partager et commenter. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis take care. I love you guys and bye.